et bienvenue dans une vidéo qui me tient chaudement, énormément, très à cœur. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, notamment si vous n'avez jamais sauté le pas pour commencer cette saga. J'espère que je pourrai vous convaincre et si vous l'avez déjà lu, j'espère que vous pourrez retrouver votre appréciation, votre enthousiasme dans mes propres mots. J'ai été également motivée à faire cette vidéo maintenant puisque c'est en parallèle avec une autre vidéo qui est un vlog centré sur le tome 5 de la saga, mais un vlog entièrement spoilant. Et donc comme pas tout le monde pourra regarder, je me disais que j'allais combiner avec cette vidéo là qui sera sans spoil et donc bien friendly. Donc d'abord je vais très brièvement vous présenter la saga, vous dire pourquoi il faut absolument lire cette saga et puis ensuite je réserverai la fin pour un avis sans spoil sur le nouveau tome en question. Vous l'avez vu dans le titre, je vais enfin vous parler de Nevermore de Jessica Townsend, publié chez Pocket Jeunesse. Je dis enfin, mais j'ai déjà fait une vidéo, un vlog sur les 3 premiers tomes, sans spoil, donc si vous voulez regarder mon avis plus en détail, allez-y, mais ici ce sera un peu plus concis. J'ai l'impression de spammer un peu ma chaîne en ce moment avec Nevermore, mais je le fais sans remords, sans regrets, sans scrupules, parce qu'elle mérite toute la popularité possible. J'ai pour habitude de décrire Nevermore comme la saga Harry Potter de ma vie d'adulte, mais en mieux, parce que comme pas mal de gens, j'ai grandi un peu avec Harry Potter, mais je m'en détache à cause de toutes les problématiques et j'ai pas du tout envie de soutenir l'autrice. Mais si vous voulez une alternative, que ce soit pour vous ou pour vos enfants à Harry Potter, Nevermore, c'est absolument parfait. C'est pas un copier-coller, mais il y a des vibes de magie. On voit le personnage principal grandir au fur et à mesure des tomes, et on grandit avec eux, on grandit avec ses camarades. L'univers gagne en maturité progressivement, et donc je pense que ça pourra accompagner, que ce soit des adultes comme moi, ou des adolescents, ou même des enfants, au fur et à mesure de notre développement personnel, comme Harry Potter a pu le faire. Mais là, normalement, c'est pas problématique, parce que j'y reviendrai. Mais l'autrice, je la suis sur Instagram, c'est quelqu'un qui est engagé, qui est pro-LGBT, ça se voit dans sa saga, qui soutient la Palestine, et donc si vous êtes en accord avec ses valeurs, vous serez ravis de rejoindre ce fandom, cette saga. Et si vous l'êtes pas, je veux juste dire qu'est-ce que vous foutez sur cette chaîne. Donc au lieu de m'éparpiller, revenons au début, le résumé. Spoiler alert, je ne sais pas suffisamment bien résumer pour rendre justice à la saga, mais je vais essayer. On va suivre Morrigan, qui est cette jeune fille tout adorable, qui est géniale ici. Mais le truc, c'est que dès sa naissance, elle a été maudite. Elle est vouée à mourir le jour de ses 11 ans, et donc elle est perçue comme maudite, qui propage le malheur autour d'elle dès qu'elle fait un truc. Donc elle a constamment été isolée par tout le monde, même par sa famille. Et tout est à peu près normal, à part tout ça, à part tout ce merdier, jusqu'à ce que sonne le glas, mais un peu trop tôt, parce que du coup ça a avancé d'une année. Enfin bref, vous verrez le calendrier, c'est un peu particulier. Donc elle est destinée à mourir beaucoup plus tôt que prévu. Sauf que le soir n'arrive pas la faucheuse, mais arrive un gentleman assez extravagant, très roux, plus roux que tout ce qu'elle a vu. C'est très important comme détail, non je rigole, mais juste il s'appelle Jupiter et c'est mon mari, du coup je vais le présenter au mieux, qui va lui rendre visite et qui va lui proposer de venir avec lui au lieu d'attendre de se faire tuer. Et donc il va la sauver de ce qui semble être une mort certaine. Il va réussir à déjouer le destin en l'amenant dans son monde à lui qui est Nevermore. Sauf qu'elle y est illégalement, elle n'a pas les papiers, ce qui ne dérange pas Jupiter parce qu'il y a une solution pour qu'elle reste pour toujours à Nevermore, c'est de l'introduire dans sa société à lui. C'est une société, alors comment décrire ça? C'est un peu une société un peu élitiste au service des doyens de Nevermore. Dans ce tome 1, elle va devoir passer plusieurs épreuves pour finir dans les 10 finalistes qui pourront accéder à ce prestige-là, à cette société. Mais ça va être une compétition assez rude parce qu'il y a des milliers, peut-être pas des centaines, peut-être en tout cas beaucoup de gamins qui vont jouer leur destin dans ces épreuves-là. Et Jupiter, il a l'air hyper confiant vis-à-vis de Morrigan, et Morrigan, elle ne comprend pas d'où vient cette assurance. Et elle va se poser plusieurs questions sur pourquoi Jupiter est venu la voir elle et tout, bref. C'est assez vaste et elle va découvrir peu à peu son lien avec Nevermore, son pouvoir également, si elle en a. Et voilà, alors les raisons pour lesquelles Nevermore, c'est la best saga ever. L'univers, dans un premier temps, c'est coloré, c'est chatoyant, c'est vivant. Dès le début, on a envie d'y vivre. Ça offre une envie d'évasion instantanément. Et ce qui est cool, c'est que comme j'ai dit, à chaque tome, l'histoire, elle gagne un peu en maturité. Parce qu'en fait, à chaque tome, on va découvrir des nouveaux pans de l'univers qui vont aborder de nouveaux enjeux. Des enjeux qui assombrissent un peu la toile qu'on avait de Nevermore, avec des petits trucs comme le racisme, la discrimination,
des meurtres, le trafic humain. Après, ce sont des sujets lourds, mais je trouve que c'est assez bien abordé pour que ce soit pas trop traumatisant pour des enfants. Ça aborde des sujets assez engagés, assez sérieux, mais avec un ton qui est accessible pour les enfants, sans offrir une présentation infantilisante ou trop simplifiée. Dans la plupart des tomes, il y a une sorte d'enquête qui se déroule, qui va soulever plusieurs mystères, et donc c'est assez entraînant, c'est assez dynamique, parce que voilà, on va dresser plusieurs hypothèses, et on essaie de remonter au fur et à mesure à la source des mots, que ce soit des disparitions, une maladie, un virus, un meurtre. Par rapport au ton, même si là ça semble très dramatique, mais n'oubliez pas que c'est un univers qui reste quand même coloré. Et l'humour. L'humour, c'est l'une des choses les plus savoureuses de cette saga-là, dans le sens où les touches d'humour, les scènes comiques, c'est bien pesé, c'est suffisamment bien calibré pour faire mouche à chaque fois. C'est vraiment le bon timing. C'est génial. Il y a du premier degré, du second degré, il y a des choses assez décalées qui se jouent dans les répliques des personnages. Et à chaque fois, ça donne encore plus de couches et de profondeur aux personnages parce que ils sont tellement vivifiants. Ils ont des personnalités distinctives, marquées, vibrantes. Sans plus tarder, je veux vous parler des personnages. Les personnages, ils constituent le noyau de mon amour inconditionnel pour cette saga. Vraiment, je pourrais lire un tome entier sur juste leur petite promenade, leur routine, leur quotidien, sans qu'il se passe grand chose, sans qu'il y ait de suspense ou quoi. Ça, c'est vraiment secondaire dans mon appréciation, parce que les personnages, j'ai l'impression que je pourrais mourir pour eux tellement je les aime trop. Et oui, cette saga me rend hyper dramatique également, parce que juste, j'ai l'impression qu'ils sont vivants, qu'ils sont palpables, et que ils font mon bonheur, c'est tout. Déjà, Morrigan, l'héroïne, c'est une héroïne, c'est mon enfant, je suis tellement fière d'elle. C'est une héroïne qu'on va voir grandir au fur et à mesure des tomes. Et du coup, de ses 11 à peut-être 19 ans, si l'autrice, elle prévoit 9 tomes, comme j'avais vu passer. Je trouve qu'elle évolue de manière progressive à un rythme qui semble réel. Je trouve ce qui fait la force également de cette héroïne-là, c'est que ses traumatismes ne sont pas ignorés, dans le sens où on sait que, comme j'ai dit, elle souffre de négligence parentale, elle a été isolée, elle a été méprisée par tout le monde. Et donc, au début, elle a une faible estime d'elle-même, elle est un peu awkward, un peu maladroite avec les autres. Elle est très prudente, elle est très méfiante. Toutes ces blessures d'enfance, ça peut parfois un peu contaminer ses pensées. Elle peut avoir quelques pensées noires. Parfois, sa perception des autres, elle éprouve parfois de l'amertume, de la jalousie vis-à-vis de personnes qui l'aiment. Mais je trouve que c'est hyper réaliste et c'est super cool de développer une héroïne qui a ses failles et qui peut être imparfaite et qui peut éprouver des sentiments un peu noirs, un peu sombres, mais tu comprends pourquoi, parce qu'au moins ça n'a pas négligé sa souffrance et ça montre qu'il peut y avoir des répercussions énormes par la suite dans ses relations avec les autres, même quand elle aura trouvé sa found family, quand elle aura trouvé des amitiés inébranlables, mais il y a parfois des doutes qui vont germer comme ça à cause de ce virus traumatique. Et c'est quelque chose qui n'est pas négligé tout au long des tomes, jusqu'au tome 4 à ce jour. Et c'est ça que j'aime vraiment parce que ça donne vraiment une profondeur, une complexité qui est palpable, qui est réaliste chez elle et qui me fait mal au cœur parce que malgré tout ça, Morrigan, c'est une enfant, c'est une jeune fille qui est adorable, qui est forte, qui est courageuse, qui est hyper gentille avec les autres, qui est hyper soucieuse d'eux. J'ai peut-être pas présenté son meilleur jour au début, mais ce qui prime par-dessus tout et ce qui domine vraiment ses relations avec les autres, c'est sa profonde gentillesse. Elle est pleine d'esprit, elle est intelligente. Je suis juste tellement fière d'elle, comme si je l'ai moi-même enfantée, quoi. C'est du pareil au même puisque je l'ai adoptée spirituellement. Mais le truc, c'est que elle a besoin d'une base solide pour sa famille. Elle a besoin d'être sûre à 100% qu'elle sera acceptée comme elle est. Et son identité, elle est assez particulière, je vous laisse voir. Donc ça va soulever des questions quant à sa valeur, quant à son identité, des questions qu'elle va projeter dans ses relations avec les autres. Ça a semé quelques doutes dans la pertinence de leur amour mutuel. Et je trouve que c'est hyper réaliste et ça donne du angsty. Enfin, j'y reviendrai après au niveau des émotions, au niveau de la found family. Quoique je peux en parler maintenant. La found family, c'est l'une des meilleures found family que j'ai vues de ma vie. Vraiment, après avoir terminé ce tome-là, j'y reviendrai un peu plus en détail sans spoiler. On passe par toutes les émotions et quand on s'est attaché autant à la souffrance de Morrigan au début,
même s'il y a des moments drôles, même si elle tourne un peu en dérision, tout ça, mais c'est une manière pour elle de gérer cette profonde solitude. Et du coup, d'un côté, ça fait rire parce qu'elle est trop drôle. Morrigan, elle est trop drôle. C'est un des personnages les plus drôles ever. Mais ça fait également mal au cœur parce que tu sens profondément sa douleur quand même. Je voulais dire quoi? Oui, bah quand tu t'es attaché à ça, quand elle trouve enfin sa femme famille qui l'accepte, t'es aussi heureuse qu'elle, voire plus pour elle, parce que c'est magnifique. Jupiter, donc le mec qui débarque de nulle part et qui la sauve. Jupiter, c'est mon mari, voilà, on est très fiers de notre fille, Morrigan. Le mec, il est génial, il est parfait, mais sans être chiant, dans le sens où il est charismatique. Il a un peu une part de mystère, dans le sens où, même avec le tome 4, on n'a pas tous les éléments sur sa vie personnelle, sur son passé, mais on sait qu'il a un lourd bagage, que ce soit psychologique ou un bon background, quoi. Mais, n'empêche, il est hyper drôle, hyper chaleureux, hyper paternel, hyper soucieux des autres, altruiste, hyper drôle. En fait, il est hyper premier degré, hyper cash, et c'est trop drôle parce qu'il y a des répliques qui fusent, mais je m'y attends pas. Mais ça tranche avec les moments où il est hyper charismatique et il est hyper authentique dans ses sentiments. Il constitue un socle, le socle dont avait besoin Morrigan pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir grandir dans un environnement qu'il accepte, dans un environnement qui est sain. La relation entre Morrigan et Jupiter, je développerai en parlant du tome 4, sans spoiler encore une fois, oh mon dieu, c'est d'une tendresse. Les mots que Jupiter il dit à Morrigan, rien que dans le tome 1, t'as l'impression qu'il te rassure toi-même, t'as l'impression que ça infuse en toi comme une bouillotte quand t'as tes règles et que t'as besoin de chaleur ou quoi. Enfin, bref, ma comparaison elle est à péter. Morrigan aussi, elle lui lance des boutades. Il y a vraiment une dynamique qui est tellement naturelle, qui est tellement fluide entre eux. T'as Jacques qui est le neveu de Jupiter et qui va développer avec Morrigan l'un des meilleurs tropes ever du enemies to siblings, parce que du coup il va devenir un peu un grand frère pour Morrigan et au début ils s'entendent pas, voilà, ça coince pas mal entre eux et au fur et à mesure ils vont développer une relation fraternelle qui coule de source, qui coule naturellement, qui se développe, mais en fait c'est hyper accurate au niveau des relations, que ce soit entre Morrigan et Jupiter, c'est comme un père avec sa fille, là c'est comme un grand frère avec sa sœur. Voilà, il y a un peu des petites chamailleries, mais il développe une complicité. Ça en fait pas trop, c'est pas trop forcé. Il y a des moments un peu d'affection, des moments de sollicitude. C'est des petits points comme ça, c'est naturel, juste tout simplement. T'as également Fenestra, c'est un chat qui, elle est un peu grumpy, elle joue un peu la carte de tsundere, où en gros, elle est hyper grincheuse. Au début, elle fait un peu peur, mais en fait, elle a un peu du mal à montrer son amour directement, et du coup, elle le fait par des gestes, et c'est trop mignon. Et puis, t'as aussi tous les autres domestiques de l'hôtel que gère Jupiter, et dans lequel va vivre Morrigan, qui sont hyper adorables. Et vraiment, la fin de famille s'est développée de manière progressive. Ça va subir des épreuves, pas mal d'accalmie, pas mal de violence, mais j'aime trop parce que du coup, il y a de la pertinence dans ce développement. C'est pas acquis, c'est pas validé d'office. C'est challengé par le fait que Morrigan, elle a une psychologie qui est complexe et le fait qu'elle va se poser pas mal de questions. Et donc, elle va prendre pas mal de temps pour vraiment s'installer dans cette ferme famille, même s'il y a énormément de moments chaleureux. Au niveau de ses amis aussi, alors c'est très fort parce que l'une des promesses qui la motive pour entrer dans la société dans laquelle Jupiter est, c'est que, comme je l'ai dit, à la fin des épreuves, il restera 10 candidats, ou 9, je sais plus. Et ces 10 candidats formeront une unité, comme une classe, et ils resteront ensemble jusqu'à leur majorité, et ensuite ils vont vadrouiller. Mais ce qui change pas, c'est qu'ils se considéreront comme des frères et sœurs. Et c'est ça la promesse qui est tellement alléchante pour Morrigan, c'est qu'en intégrant cette unité, elle sait qu'elle aura comme des nouveaux frères et sœurs qui vont lui jurer loyauté envers elle, et elle également envers eux, et qu'elle pourra compter sur eux, et c'est ça qui est super cool. Donc c'est un peu comme une deuxième fin de famille, mais donc c'est des frères et sœurs / amis, et ses amis, c'est trop bien. Déjà son meilleur ami, Hawthorne, il est Luffy. Je sais pas si vous avez regardé One Piece, sinon regardez, mais c'est Luffy, c'est l'esprit de Luffy, et j'adore parce que dans le sens où il suit pas les normes sociales, où il est dans sa bulle,
où il agit de manière spontanée, sans prise de tête, où il est loyal, il est très direct, il est premier degré, il est hilarant, il est tellement pur. C'est le meilleur compagnon pour Morrigan et j'aime trop leur amitié. Pareil, plus tard, elle va se faire une nouvelle amie, Cadence, elle c'est une queen, c'est un peu la fille un peu plus réservée, poker face, mais en fait qui est hyper chaleureuse, qui est géniale. Bref, voilà, il y a plein de personnalités qui sont hyper différentes. Et ce que j'aime bien dans les relations, c'est que comme Morrigan, voilà, elle a pas trop l'habitude, parfois elle fait un peu à tatillon. Du coup, il y a des marques de maladresse parfois. Parce que parfois Morrigan, elle a du mal ou elle est un peu timide, un peu embarrassée à l'idée de montrer des marques d'affection, notamment envers Jupiter. C'est trop mignon. Et là, il y en a plein. Et du coup, ça rajoute encore plus de réalisme aux personnages et à leurs relations, je trouve, parce que ce sont des relations qu'on peut voir évoluer dans la vraie vie. Et je trouve que ouais, l'autrice, elle a réussi à vraiment mettre le doigt sur comment transmettre l'authenticité dans les relations entre les personnages. Et là, j'ai trop mal à la gorge, du coup, je vais faire une pause. Et ça fluidifie la progression de leur dynamique. Et c'est trop bien parce que ça prend son temps sur les 4 tomes. Il y a des petites étapes de plus en plus... c'est tellement touchant. Et la dernière chose que je voudrais aborder pour l'ensemble de la saga, je sais que j'ai oublié plein d'autres trucs et je sais que au moment de monter ces vidéos, je vais regretter parce que je vais être en mode « Ah mais j'aurais dû parler de ça, j'aurais dû parler de ça et tout », mais il y a tellement de choses, vous m'avez compris, j'adore cette saga pour de très très bonnes raisons. Et la dernière chose, c'est la représentation. Alors comme j'ai dit, l'autrice, elle est pro-LGBT, elle est très engagée, notamment par exemple dans le tome 4 là que je viens de finir, je crois que c'est vraiment anticapitaliste et du coup ça c'est trop stylé. Et donc dans les tomes on a une diversité d'orientation sexuelle et ça passe crème. C'est vraiment hyper normal, c'est accepté, c'est pas remis en question, les gens ils s'en foutent, c'est vraiment juste normal et du coup ça fait du bien et je me dis il y aura des enfants qui vont grandir avec ce genre de représentation. Et c'est trop cool, et donc c'est hyper rafraîchissant et je trouve c'est hyper important également. Il y a également des personnages en mobilité réduite qui ne sont pas réduits à cette condition-là. Il y a également un autre élément que quelqu'un a soulevé et que j'avais pas forcément fait attention mais qui est vrai, c'est la représentation de la masculinité, mais une représentation saine, dans le sens où les personnages masculins, ils font pas preuve de virilité toxique, de masculinité toxique, et répondent à des codes beaucoup plus ouverts, beaucoup plus libres en termes de représentation masculine. Les personnages masculins, ils expriment leurs émotions, ils sont très sensibles, ça remet pas en question leur entre guillemets virilité. Avoir des modèles comme ça peut vraiment contribuer à forger de manière saine un enfant, un adolescent, et même changer notre perspective, en tout cas purifier en quelque sorte notre perspective quand on est dans une société très misogyne, très sexiste, très patriarcale, très viriliste. Nevermore, c'est le remède à tout. Donc voilà, pour tout ça, je trouve que c'est une très bonne alternative à Harry Potter. Et je trouve que c'est une saga qui pourrait plaire à tout âge, vraiment. Parce qu'il y a plein de messages, il y a plein d'enjeux, de problèmes sociétaux qui sont abordés de manière à la fois adaptée aux enfants, mais tout en gardant cette gravité. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Nevermore, que ce soit seulement le premier tome ou les autres tomes, ou alors dites-moi si jusque-là ça vous a donné envie de lire si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez d'autres arguments à rajouter parce que vous avez déjà lu et que vous avez beaucoup apprécié, dites-moi. Si vous n'avez pas apprécié, je vais éviter de le prendre personnellement. Mais ça va être compliqué. En vrai, je vais le prendre personnellement. Dites-moi également pourquoi vous n'avez pas aimé, voilà, pourquoi vous n'avez pas vraiment accroché. En vrai, c'est super intéressant également. Je passe à mon avis sans spoil du tome 4 de Nevermore, Silverborn. Je sais pas du tout quand il sortira en français. Et honnêtement, au niveau de l'anglais, si vous n'êtes pas très à l'aise au niveau de l'anglais, même si c'est une saga jeunesse, je trouve que l'anglais, il est assez, je trouve, exigeant parce qu'il va y avoir des expressions qui n'ont pas forcément d'équivalent direct en français. Donc parfois, j'avais un peu du mal avec l'anglais, honnêtement. Mais dans l'ensemble, coup de cœur, comme tous les autres tomes. Je sais pas si c'est... Est-ce que c'est mon tome préféré? En fait, le tome 1, il y a tellement cette saveur de découverte, de... Waouh, juste de gros coups de cœur, donc je sais pas si je mettrai avant, mais au niveau des émotions, j'ai jamais autant pleuré jusqu'à maintenant dans cette saga. Ce que j'ai adoré, vraiment, le point central, c'était la relation entre Jupiter et Morrigan. Jupiter, comme j'ai dit, c'est une figure parentale
très importante, très précieuse dans le développement de Morrigan. Sauf que là, il va y avoir quelque chose qui va mettre en dilemme Morrigan entre sa famille biologique et sa famille de cœur. Parce qu'elle va un peu être tiraillée, elle va remettre en question la pertinence de sa famille de cœur face à une famille de sang. Et je trouve que c'est super cool d'aborder ça parce que ça va pas idéaliser le fait d'avoir une found family, c'est super cool, hein. J'aime trop ce trope, c'est vraiment mon trope préféré. Mais là, le fait de le remettre un peu en question, ça rajoute plus de profondeur, de complexité, de réalisme, notamment quand c'est en parallèle avec, comme j'ai dit, la psychologie assez tourmentée, la psychologie malmenée de Morrigan. Et là, dans ce tome, ça va être une sorte de cristallisation de ses blessures d'enfance, mais d'une manière qui... Oh, putain, ça m'a bouleversée. Et donc le fait qu'on aborde la found family de manière hyper angsty, oh mon dieu, mais ça m'a détruite. Mais vraiment, il y avait des moments, c'était horrible. Et avec Jupiter, donc ça va être assez compliqué puisque Jupiter, c'est quelqu'un de très protecteur et en fait, il voit que Morrigan grandit et il a du mal un peu à accepter. Morrigan, elle essaie de faire valoir cette évolution d'elle-même. Elle essaie de faire réaliser qu'elle est une adolescente, qu'elle est plus une enfant. Quelque chose qui a du mal à passer chez Jupiter. Et je trouve que c'est assez réaliste au niveau de cette relation parentale, de voir ton enfant grandir, de voir qu'elle est de plus en plus confrontée à certains dangers, qu'elle fait des choix que toi tu considères comme inconsidérés, mais il y a cet équilibre entre le respect de l'indépendance de ton enfant, le fait que tu essaies de la protéger. C'était assez cool à voir et très dévastateur. Morrigan, j'ai adoré parce que tu vois son évolution, tu vois qu'elle devient un peu de plus en plus tactile, expressive dans ses marques d'affection. Il y a des moments, je vais pas spoiler, mais c'est vraiment les meilleurs chapitres. Et au niveau de la found family, en fait, tu souffres pendant tout le tome, mais ça remet en question la found family sans la remettre en question dans le sens où ça permet de renforcer la found family pour montrer à Morrigan à quel point c'est puissant, une famille de corps. Là, c'est vraiment un cheminement psychologique, émotionnel, hyper réaliste pour qu'elle se fasse une place où elle se sent le plus à l'aise possible, le plus acceptée possible dans la famille de cœur. Je sais pas trop si j'ai été claire. Au niveau de l'antagoniste, c'est vrai que j'en ai pas parlé de l'antagoniste dans mon avis sur la saga. L'antagoniste, au bout du tome 4, il est encore assez nébuleux. Que dire sans spoiler? C'est un mythe en fait, un mythe traumatisant pour Nevermore, mais quand on se rapproche un peu de lui, il y a encore pas mal de zones d'ombre parce qu'on ne connaît pas encore son point de vue. Mais dans ce tome-là, il est rendu un peu plus humain. On le voit sous un jour un peu plus nonchalant. Il est drôle un peu par moments. Voilà, il est un peu drôle. Mais ça me donne envie donc d'apprendre à plus se connaître et le fait qu'on a parfois des indices, mais c'est vraiment éparpillé. Donc ça maintient le suspense, ça maintient le mystère autour de lui. Donc c'est plutôt cool. Je sais pas encore vers où l'autrice elle va aller avec ce personnage, mais c'est cool. Au niveau de la société dans laquelle Morrigan est, plus on avance et plus on se rend compte que le fonctionnement, il est pas ouf. Et donc le fait que Morrigan, Jupiter, etc., ils évoluent dans une société en fait qui semble, je trouve, sacrifier l'individu au service des intérêts des doyens, mais en fait les doyens, on n'est pas forcément proche d'eux, alors qu'ils gouvernent un peu Nevermore. Donc on connaît pas vraiment leurs intentions, on sait pas est-ce qu'ils ont vraiment des limites morales ou pas, ou alors c'est vraiment complètement free pour eux et du coup ils font ce qu'ils veulent et ils utilisent le pouvoir de gens comme Morrigan, comme Jupiter pour servir leur intérêt. C'est encore assez nébuleux. Donc comme j'ai dit, ce livre il a l'air d'être un tome anticapitaliste dans le sens où l'antagoniste il fait rien. Vraiment, il est chill, il est très en retrait, mais les drames de l'intrigue, ça cause des riches. C'est vraiment les riches qui foutent la merde, qui font partie d'une classe privilégiée complètement détachée de la société et qui vivent dans l'oisiveté. Ils font beaucoup attention aux apparences, mais qu'au final, ils sont vraiment détachés de la vraie réalité du monde du travail. Il y a des mises en scène vraiment qui sont bien trouvées, qui tournent un peu en dérision cette société, qui se fonde beaucoup sur le prestige, sur l'étiquette sociale, sur l'apparence, sur la richesse. Voilà, donc je rentrais pas dans les détails, mais franchement c'était bien trouvé. T'as plein de mystères, et ce qui est cool, c'est que il y avait des mystères qui fusaient un peu de partout, qui fusaient à des endroits que je pensais vrais, c'est-à-dire qu'il y avait des éléments que je prenais pour acquis, en fait,
qui était retourné à la fin. Donc il y avait pas mal de retournements de situation, il y avait pas mal voilà, de révélations auxquelles je ne m'y attendais pas. Ici il y a un meurtre et donc on essaie de trouver le coupable. J'ai réussi à trouver le coupable avant Morrigan. Après c'est peut-être un peu évident en vrai, donc je vais pas trop faire ma fière, mais je suis moi-même fière. Par contre il y a plein d'autres trucs, j'ai pas du tout deviné, j'étais en mais évidemment. Mais du coup c'est trop cool parce que ça te maintient en haleine. Et à côté de ça, dans ce tome, Morrigan elle va découvrir un peu plus sur sa mère. Et c'est super intéressant aussi. Et c'est très touchant. Voilà, parce que sa mère, donc, elle est morte à sa naissance, et du coup son père, qui est odieux, c'est vraiment le personnage le plus détestable, et c'est trop marrant parce que tout le monde, même les gens qui ont une morale un peu limite, ils sont tous d'accord pour dire que, en fait, ton père c'était vraiment un connard. Du coup, ça met d'accord tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, son père, il disait que sa mère était morte à la naissance de Morrigan à cause de la malédiction de Morrigan, mais peut-être qu'il y a un autre mystère autour de sa mort, je sais pas, on sait pas encore, c'est vraiment que des hypothèses pour la suite. Donc il y a ça aussi, on en apprend plus sur Jacques, du coup le neveu de Jupiter, sur ses parents, et c'était super super touchant. Donc on a des moments de rapprochement hyper sérieux et hyper émouvants entre Morrigan et Jacques. On en apprend un peu plus également sur la fin de famille, sur l'unité de Jupiter. Du coup on se rapproche petit à petit de Jupiter dans son histoire. Et dans le tome 4, il y a des révélations qui ont été foreshadowées au tome 1. Vous voyez One Piece avec les foreshadowing au chapitre 1, et après il y a des révélations en lien avec ça au chapitre 1064. C'est pas pareil avec Nevermore parce que c'est beaucoup moins long, mais il y avait des petits détails dans le tome 1, et en fait c'était pour préparer une petite révélation ou une grosse révélation dans le tome 4, et c'est incroyable. J'étais en mode, oh, je sais pas si l'autrice y a pensé depuis le début ou alors elle a juste exploité ça, ces petits trucs, mais franchement c'était bien trouvé. Le chapitre 44, on en parle du chapitre 44, j'ai l'impression que c'est le chapitre un peu iconique, tu sais, dans un tome, souvent il y a un chapitre, je sais pas, hyper marquant. Là je pense que c'est le chapitre 44. Ça donne des révélations, c'est sur le tome 1, sur même avant le tome. Waouh, bref, si vous êtes arrivé jusqu'ici, en bonus, je vous laisse en vrac quelques-unes de mes réactions durant ma lecture, sans spoil. Bien mort, youpi. Non mais Jupiter. Oh, cette scène était la phrase à lire. Oh, tout était beau, tout était mignon. Et j'aurais pas pu rêver mieux. Mais le câlin... On était à ça, on était à ça. What? C'est le pire chapitre ever depuis les 4 tomes là. Oh les je suis bête, je suis bête. Et comment on peut être aussi adorable? Quand Jupiter il s'énerve, ça me rend toute chose. pour une fois, et non. On va jamais s'en sortir, on est à la page 429, ça fait 400 pages que la situation déraille. Donc voilà, 5 sur 5, gros coup de cœur. Là, on n'a aucune idée de dans combien d'années on aura la suite. Oh, je sais pas, parce que déjà, entre le tome 3 et le tome 4, il a fallu plus de 4 ans. C'était insoutenable. Parce que l'autrice, elle arrêtait pas de retarder, de repousser la date de la sortie du tome 4. Ce que je comprends, hein, vraiment, si elle voulait être fière de son travail, si elle voulait vraiment prendre le temps, également préserver sa santé mentale, franchement, il n'y a aucun problème. Elle peut prendre autant le temps qu'elle voudra. C'est juste que, voilà, évidemment que... Là, ça veut dire que j'ai fini. Et il y a tellement de mystères qui sont laissés en stand-by. Il y a les développements, les évolutions de relations que j'ai envie de retrouver. Et vraiment, j'aime trop les petits moments, juste ces petits moments où ils sont en train de discuter, où ils sont en train de plaisanter. J'ai l'impression de faire partie d'une famille et c'est trop bien. J'arrête de parler, j'ai déjà trop parlé. Encore une fois, dites-moi si je vous ai convaincu de lire cette saga. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous avez déjà eu envie de lire? Si vous l'avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est votre personnage préféré? Moi au début, c'était Hawthorne, parce que vraiment, il est trop mignon, il est trop drôle. Mais là, après ma lecture du tome 4, je pense que c'est Jupiter. Jupiter, mais il m'a... Oh, les révélations sur lui. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère vraiment, parce que là, ça me tient très à cœur. Et j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos coup de cœur et d'autres aventures diverses et variées au niveau de d'autres personnages d'amour, etc. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!